Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 20 avril 2022. Aujourd'hui, on parlera du Bitcoin comme d'habitude qui poursuit son petit rebond. C'est un rebond, c'est une reprise, on va essayer de déceler tout ça. Et on parlera, je parlerai pas d'Ethereum parce qu'il est exactement corrélé au Bitcoin. Ensuite, je ferai probablement un petit point S&P 500 rapidement pour voir un petit peu justement ce qu'il en est du côté des assets à risque. Et on verra GLMR qui est pas mal revenu en commentaire et que je trouve assez intéressant techniquement, qui plus est. Alors du coup, le Bitcoin qui, en daily, rappelez-vous, on avait fait la petite chasse au stop, on avait bloqué pas mal de vendeurs quelque part par là, donc c'est une chose qui est assez positive, c'est pour ça qu'on est en train de continuer cette poussée. On a une bonne journée, on a eu une bonne journée haussière hier, donc on est passé de 40 006 à 41 006 plus 1000 $. C'est une bonne chose, ok. Maintenant, on est toujours dans ce range dans lequel on a d'abord chassé les acheteurs. Ça, c'est plutôt positif. Ok, le fait de dégager les acheteurs, ça montre justement la volonté de vouloir faire un mouvement haussier, surtout quand derrière, on bloque plein de vendeurs là-bas. Maintenant, est-ce une vraie reprise? La réponse, pour l'instant, est non. Oui, la pattern de retournement s'est confirmée. Ça, c'est la première étape, généralement, pour poser un bottom. D'abord, la pattern de retournement. Ensuite, généralement, ce qu'on veut voir, c'est un W bottom. Ou, exceptionnellement, ça arrive qu'on puisse avoir un V-bottom, mais qu'on ait au moins créé un range comme ici et qu'on ait une résolution haussière. C'est ce qu'on pourrait avoir. Je suis plus fan de cette condition, donc c'est-à-dire de voir ça, que de voir ce qu'on a actuellement, mais ça peut fonctionner aussi. C'est plus rare, mais ça peut fonctionner également. Donc on est peut-être dans la deuxième étape, qui nous amènera à penser que oui, on est bien en train de poser un bottom ici. Rappelez-vous, mon avis en weekly ne change pas. Pour moi, on est toujours dans l'optique d'essayer de trouver un creux ascendant, qu'on est probablement en train de trouver ici, donc de continuer des creux ascendants pour aller chercher justement des sommets ascendants derrière, continuer les W. Ok, ça, mon avis en weekly ne change pas tant qu'on basculera pas sous les 33 000 $. L'invalidation, bien évidemment, c'est la perte des 33 000 $. Et donc, rappelez-vous, je vous l'explique assez souvent, un marché se retourne très généralement, enfin très rarement comme ça d'un coup. Généralement, un marché construit sa dynamique haussière, ensuite il pump, il va construire ce qu'on appelle un range, et donc ça, c'est la phase de transition où on dump. Ce qu'on a fait ici. On a rangé un petit peu, on a fait le W dynamique haussière, on a eu notre range, donc le M qui s'est formé, la phase de transition, où on a dump. Là, c'est la même chose, c'est-à-dire que là, on est possiblement dans la nouvelle phase de transition qui va déclencher quelque chose d'haussier. Et donc, dans la troisième condition que je vous ai expliqué, enfin le troisième schéma de marché, plutôt, si je puis dire, c'est qu'on reste sur un V-bottom, ok, mais qu'on crée quand même un range qu'on vient casser au nord. Et au sein de ce range, on a d'abord chassé les acheteurs, donc c'est assez positif. Maintenant, si on veut essayer de confirmer une reprise haussière, il faut absolument breaker le range au nord. Une bonne bougie qui vient breaker ça, qui nous dira « Ok, on a trouvé notre conso, notre M dynamique baissière, on a rangé et maintenant on rebreak au nord, on a fini la transition et donc là on repasse dans plutôt quelque chose de bullish. » Ok, donc là vous voyez par exemple, on n'a pas encore cassé la range. C'est une chose qu'il faut absolument breaker. Si on s'affranchit de ça, très bien. Et du coup, je fais le parallèle avec le S&P maintenant, comme ça me fera gagner un petit peu de temps. Où est-ce qu'il est le S&P? Je vais plutôt l'avoir là-bas, je crois. Ouais. Il est exactement dans le même cas. C'est-à-dire que lui aussi, il a fait une pattern de retournement, juste ici. Hop, là. Tout comme le Bitcoin. Ok, donc très bien. Pour les nouveaux qui se demandent c'est quoi une pattern de retournement, c'est très simple. On identifie la bougie la plus basse qui connaît une cassure de son plus haut. Donc ici, par exemple, quand cette bougie était la plus basse, son plus haut était ici. Est-ce qu'on a cassé le plus haut? Non. Cette bougie ici est la plus basse, est-ce qu'on a cassé son plus haut? Oui, ce qui veut dire qu'ici on a bloqué beaucoup de vendeurs, donc des gens qui vont devoir acheter plus haut, ou sur contraire d'arriver, des gens qui ont shorté, qu'on va liquider plus haut, tout simplement. Ou qu'on va devoir aller chasser leur stop, etc., etc. Et du coup, mais pareil sur le S&P, même range, c'est-à-dire que, ok très bien, mais on est toujours bloqué dans ce range entre ici et ici. Et ça ne change pas. Ok? Tout simplement. Ça ne change pas. On est toujours dans ce range ici. Et donc si jamais le S&P break au nord, et du coup j'en profite pour faire le point macro en même temps, si le S&P break au nord, il y a de grandes chances que le Bitcoin puisse suivre. Et donc si jamais on fait ça, on ira probablement se réattaquer au sommet. Et si on défonce ces sommets, d'ailleurs on est sur le premier arrêt, si celui-ci cède, il y aura de grandes chances de revenir dans la nouvelle zone de rechargement de short. Et si jamais on vient breaker les sommets, là ce serait hyper positif pour le marché américain et probablement pour les cryptos, car je le rappelle, les cryptos sont très très corrélés en ce moment, ou en tout cas ont des flux de capitaux très similaires au S&P 500 et donc aux indices américains. Ok, donc ça c'est vraiment à surveiller ici. Et donc même chose sur le Bitcoin. J'ai fini pour le Bitcoin en daily, on retourne sur du court terme ici. Alors, on est en train de consolider, ça c'est un petit peu la bougie de consolidation que j'ai identifiée pour moi, c'est entre 41 747 et 40 600 $, donc un range de 1000 $ tout simplement.
La précédente impulsion, une cassure du plus bas, pour moi, serait pas trop positif. Ok, ça viendrait en gros rect, ceux qui ont tradé cette impulsion. Donc à ce moment-là, ça fera du retracement. Tant qu'on maintient cette bougie d'impulsion, il n'y a pas trop de problème. Et la poursuite haussière est toujours possible et jusqu'au prochain objectif qui est donc le premier arrêt, les 42 189 $ ici sur Bybit. Si jamais on casse ce premier arrêt, on peut se donner rendez-vous ensuite dans la zone de rechargement de short entre 44 400 et 46 100. Je reviens toujours sur un warning, donc une chose sur laquelle il faut faire très très attention, c'est si jamais le Bitcoin n'arrive pas à aller déloger son sommet des 48 000 et que l'open interest des alts il explose. En gros qu'on voit une divergence, c'est-à-dire ici, l'open interest des alts qui fait ça. Tac, grosse accélération d'un coup, et que lui, le Bitcoin n'accélère pas. Ça voudrait dire que les gens, au lieu d'aller se positionner dans le BTC, vont se positionner dans les alts, avec du leverage. Et donc il y aura une trop grosse divergence, c'est-à-dire qu'en gros on aura trop de levier, avec un Bitcoin qui casse pas de résistance forcément, et comme vous le savez, un Bitcoin qui casse plus de résistance, un Bitcoin qui est faible. Là je vous dis, si jamais il n'arrive plus à casser sa résistance des 48 000, un Bitcoin qui casse plus de résistance, un Bitcoin qui est faible, donc il ferait des retours sur support, et si les gens sont partis foutre un tas de leviers sur les alts, sans que le BTC casse ses résistances, vous connaissez la suite. Des gros nettoyages et Bitcoin qui ira casser ses supports pour nettoyer toutes les alts. Donc ça serait vraiment le scénario warning. Si on voit un truc comme ça, où le Bitcoin monte pas plus haut que le précédent sommet, mais que l'open interest des alts il explose, il y a de grandes chances de voir ça ensuite. Et là je vous le dis, si on voit ça, ça sent mauvais, et ça c'est probablement le mouvement qui ira chasser sous les 33 000 et peut-être même les 28 000. Là c'est pas encore le cas, je vous dis pas que ça va arriver, mais c'est quelque chose dont je vous préviens, si ça se met en place, on le verra en brief et j'en parlerai bien évidemment. Et si ça se met en place, ce sera vraiment une très 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 mauvaise chose pour ce marché. Ça indiquera simplement que BTC est faible, les gens vont foutre du levier dans les altcoins, nettoyons tout ça et allons sous les 30 000 possiblement. Enfin au moins sous les 33 000 déjà, très très possiblement. J'ai fini pour Bitcoin, Ether comme j'ai dit je le fais pas, donc tout ce que j'ai dit pour Bitcoin, ah non, Bitcoin on finit l'order flow, mais tout ce que j'ai dit pour Bitcoin c'est valable pour Ether. Alors maintenant on voit rapidement. Hier sur cette accélération de prix, là on a eu un open interest qui est vraiment bien monté avec une chute du ratio long et une hausse du coup du ratio short. Donc là il y a beaucoup de gens qui sont rentrés en short et en long bien évidemment, ok. Mais en termes de majorité, au niveau du sentiment, c'est probablement des gens ici qui ont shorté cette montée, donc des gens qu'on pourrait défoncer. Mais si l'open interest est monté, c'est qu'il y a aussi des longs qui se sont déclenchés, donc faudrait pas être étonné qu'on aille faire un coup de pression au sud, comme ceci, avant d'aller au nord si vraiment le marché américain est toujours bullish, etc., etc., et que le Bitcoin est lui aussi toujours bullish, ce qui permettrait donc de dégager ceux qui ont également sont venus long ici, tout en gardant les shorters qui sont venus shorter pour les défoncer derrière. Ok. Là, de ce que je vois, et ce qui est assez bizarre, c'est que le ratio long est vite remonté sur Bybit, sur le BTC, et là, le ratio long remonte sur Binance. Donc là, dans cette consolidation, on a un sentiment bullish qui se met en place, c'est peut-être pas la meilleure des choses, donc voilà, c'est ce qui me met la puce à l'oreille de peut-être faire une chasse sous les 41 100, chasser un petit peu ici, pour peut-être repartir au nord derrière. Ça, c'est ce que nous dit l'order flow. Ok. Ou faire ici, possiblement, le W daily pour vraiment confirmer un bon bottom et en plus de ça, casser le range au nord. Donc là, il y aurait absolument tout pour parler définitivement d'un bottom. Promis, j'ai fini et on finit avec GLMR. GLMR qui a fait ce qu'on appelle ici un W weekly, donc c'est une structure vraiment assez bullish. C'est pas le W que c'est pas le W le plus beau que j'ai vu de ma vie, mais ça en est un quand même, ok. Donc ça c'est annonciateur que doucement mais sûrement on reprend une dynamique haussière, creux et sommet ascendant. On est en train de trouver le creux ascendant ici. On a fait ce qu'on appelle le Wyckoff check, ok. Donc juste ici, donc le fait de revenir sur la ligne de coup du W, ce qui offre une entrée assez intéressante lorsqu'on revient sur celle-ci. Et donc l'objectif, si on est vraiment haussier maintenant pour GLMR, c'est de venir breaker ici les 6 $ environ, ok, de venir casser les 6 $. Si on casse les 6 $, c'est une bonne chose, et donc ça pourra permettre justement de continuer le mouvement haussier. Est-ce qu'on peut prendre position ici? Si on a envie, oui, ok, mais sachez que l'entrée idéale, c'était vraiment le retour sur la ligne de coup du W, donc environ les 3,36 $, enfin 3,47 $, pardon. On est un petit peu au-dessus. Pour certains, ça pourrait être ok, mais en tout cas, c'est littéralement le genre de dynamique qu'on aime voir et qu'on aime acheter. Comment se protéger sur ce genre de trade? C'est très simple. Si on perd ici les 1,88 $, on exit. Du coup, c'est pas je mets 50% de mon capital ici, parce que si je mets 50% de mon capital ici et qu'on vient sous les 1,88 $, je perds 57% de ces 50% de capital. Donc autant vous dire que votre capital il se fait démonter. C'est pour ça que ici on reste sur des risques
des risques qui sont assez faibles, sous les 5%. Bien évidemment, comme d'habitude, on essaye d'avoir maximum 5% de risque sur une position. Et ceux qui ont des plus gros capitaux, généralement, sont sous ces 5%, 3%, 2%, 1%, 0,5, 0,3. Ça dépend du type de capital que vous avez. Mais ça vous permet de pouvoir enchaîner des pertes, si jamais vous enchaînez des pertes, parce que oui, à tout trader, ça peut arriver. Et ça vous permet de survivre et de ne pas vous faire érecter, tout simplement. Alors que si tu mets 50% de capital, que tu perds la moitié de ces 50%, en 5, 4, 5 trades, ton capital, il est mort. Et un trader, il ne se construit pas une carrière, entre guillemets, de trader en 4-5 trades. C'est sur 100, 200, 300 trades, même plus à terme. Il faut savoir survivre jusqu'à ces 100, 150, 200 trades, bien évidemment. Si au bout de 8 trades, le capital il est cramé, bon, bah, la carrière de trader, entre guillemets, est morte. Et ça passe d'abord par la gestion du risque. Donc avant de vouloir gagner big, il faut savoir justement risquer peu, tout en gagnant plus. Donc risquer peu, c'est-à-dire avoir un risque faible, avec un rendement qui peut être intéressant sur le risque faible engagé. Quelqu'un qui va risquer 3% de capital et qui risque de gagner 6% de capital, c'est un bon mouvement. Si je risque 3% de mon capital pour derrière pouvoir en gagner 6%, c'est vraiment une bonne chose. Et certains se disent non, mais je vais jamais devenir riche comme ça. Mais ce qu'on vous vend, oui, j'ai une stratégie, tu vas tripler ton capital en un mois, bullshit. Ou oui, ce qu'on voit sur TikTok, ouais, j'ai investi dans ce truc, j'ai fait x1000, maintenant je roule en Lamborghini, bullshit également. Ça va arriver à une personne sur 100 000, ça. Le mec qui avait acheté du Shiba pour 8000 $, qui a des milliards maintenant, ça arrive à une personne sur 100 000, ok? Le trading, c'est pas ça. C'est je vais risquer faible, je vais gagner peut-être le double ou le triple de ce que je vais risquer, ok, c'est faible, je vais faire des petites plus-values, mais à terme, ça va faire grossir le capital, ce qui va faire que le risque initial va pouvoir augmenter. Pas le pourcentage, je parle le risque initial en termes de dollars ou en euros, enfin en USDT généralement. Et donc ensuite, mes rendements seront plus intéressants. Et c'est comme ça qu'on se construit un capital intéressant et surtout qu'on arrive à le préserver et à le faire fructifier. C'est pas le mec qui vient, qui fait all-in ou qui fait demi-all-in, donc half all-in. En gros, je mets 50% et on verra bien. Si ça tourne mal, je perds la moitié de mon capital. Bah, c'est un trade qui est vraiment dégueulasse. Alors que je risque 5%, ok, bon, bah, je perds 5%, c'est rien. Derrière, j'ai encore 95% de capital et je peux encore déclencher plein d'autres trades, bien évidemment. Et derrière, je peux faire des wins qui peuvent me faire remonter le capital et doucement mais sûrement, un capital sur le long terme, il peut faire ça, doucement mais sûrement. Alors que si je fais all-in, ok, je peux gagner vite d'un coup. Si je refais all-in là-bas et que ça fait ça, bon, bah, je peux vite tout perdre. Ok. Et c'est ce piège qu'il faut absolument éviter. Et donc, les objectifs de prix. Alors, par contre, j'ai pas tout l'historique de chart. Je vais aller là sur ChartCoinTrader Pro. Alors, on va aller sur GLMR. J'ai pas l'impression d'avoir tout l'historique. Est-ce que c'est lui son nom? 4,13$. 4,19$, j'ai bien l'impression que oui. D'ailleurs, la chart en daily est vraiment très très sympa. Hein. Qui plus est. Ouais, ça m'a l'air d'être bien lui. Normalement, on est bon. Ok, il n'y a pas tout l'historique. Mais bon, si on prend ici, du coup, on va pas le faire ici. On va faire plutôt son market cap. Alors, GLMR market cap. Pour voir un petit peu, enfin, je vous donne mon avis sur le market cap. Parce que oui, quand on est débutant, on regarde juste le prix d'un asset, mais il y a aussi son market cap à regarder. Pour moi, pour des investissements long terme, il y a un petit red flag. C'est qu'on n'a que 23% du circulating supply. C'est-à-dire qu'il y aura encore tout le reste, donc ici 77% de supply qui va intervenir. C'est énorme. Ok, actuellement on n'a que 228 millions de GLMR, à terme il y en aura 1 milliard. Et du coup, pour garder ce prix de 4,16$, si tous les GLMR sont dilués, après je sais pas en combien de temps ça va être le cas. Par exemple, si c'est en 5 ans, bon bah c'est en 5 ans, mais pour garder le même prix, il faudra avoir un market cap de 4 milliards 160 millions. Donc ça c'est un truc que vous devez prendre en compte avant d'investir. Est-ce que vous êtes là pour juste un trade spéculatif ou vraiment du long terme? Si c'est vraiment du long terme, faites très attention parce qu'il y a encore beaucoup de dilution. Et du coup, ce que je regarde ensuite, c'est comment cette dilution se fait. Donc là, je mets GLMR Supply et je regarde. Est-ce que cette dilution est agressive ou est-ce qu'elle est linéaire? Et donc là, je vois qu'elle est plutôt, elle semble agressive. D'un coup, il y a des grosses dilutions. Ça, faut se méfier de ça. Par exemple, depuis février 2022, on a 168% de dilution de tokens. C'est-à-dire que là, il y en a énormément de tokens qui sont créés qui peuvent être vendus sur le marché, donc il faut vraiment se méfier de ça. Pour moi, ça c'est un gros red flag. Pour des trades spéculatifs, oui, mais tant que l'inflation de l'asset en elle-même ne se calme pas, faire des investissements très long terme, ça peut être dangereux si la capitalisation ne suit pas derrière. Je vous assure que si là, le Bitcoin déclenche rien de bullish et que la capitalisation totale du marché fond, la capitalisation de GLMR va chuter et s'il y a une dilution de tokens, son prix va littéralement s'effondrer. Donc ça, c'est un gros warning.
Posez-vous vraiment les questions et pesez le pour et le contre avant d'investir dans ce genre d'asset. Moi, personnellement, je suis pas contre, et là je vous donne juste mon opinion, je vous dis pas de faire comme moi, je suis pas contre pour des trades spéculatifs avec des stops bien placés, par exemple ce qu'on a pu voir juste maintenant, mais gardez ça sur du très très long terme à l'instant T, tant qu'il y aura une dilution de token aussi importante et que la capitalisation totale du marché ne repartira pas fortement, je doute que je garderai cet asset vraiment sur le très long terme, à part si, bien évidemment, il fait une performance de malade, genre il passe de 1 milliard de market cap environ, donc 950 millions d'un coup à 10 milliards. Là, à ce moment-là, ok, grosse plus-value sur du court terme, donc s'il fait un x10 par exemple en un mois, bon bah la dilution de tokens sur du court terme, on s'en fout. Donc encore une fois, ici, si vous êtes très long terme, attention parce qu'il reste encore beaucoup de dilution de tokens. Si c'est qu'un simple trade spéculatif, exemple, je sais pas moi, j'achète le W weekly ici et je revends, ou je prends des bénéfices dans la zone de rechargement de short, pas de problème. Le trade est très court, oui, on peut faire x2 en l'espace de peu de temps ici, il n'y a pas de problème. Oui, c'est un trade qui pourrait se faire totalement. Et du coup, la dilution de token, on s'en fout. Si ça se fait sur aller 1 ou 2 mois, ok, on s'en fiche. Mais si vous achetez ici pour du très très long terme, comme je vous ai dit, si le market cap du marché crypto repart pas à fond, bon bah ce truc, si on continue d'avoir la dilution de token, bon bah au mieux il fera rien, il continuera de consolider. Au pire, malheureusement, il s'enfoncera. C'est un peu le même cas sur Casper que je vous avais expliqué. Ou pour des trades spéculatifs, pourquoi pas, mais sur du très long terme, tant qu'il y aura toujours beaucoup de dilution de token, il faut vraiment se méfier de ce genre d'asset. Parenthèse fermée, ce brief, on s'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. D'ailleurs, oui, je tiens à préciser, j'ai vu que YouTube a des problèmes en ce moment. Certains se retrouvent des fois désabonnés sans le vouloir, donc c'est YouTube qui désabonne pour rien. Ça, c'est un cas connu sur YouTube. Et également, certains ne reçoivent pas les notifs. Donc d'ailleurs, si vous voulez être notifié des briefs, n'hésitez pas à activer la petite cloche. Ça, je le dirai en début de brief. Maintenant, je pense. Également, vous abonner. Peut-être que YouTube vous a désabonné sans trop de raison. Donc n'hésitez pas à checker tout ça et à me faire un retour en commentaire. Mais également, si vous le souhaitez, parce que j'ai vu un élève, enfin, pardon, pas un élève, un abonné sur YouTube qui m'a dit ouais, je croyais que tu faisais plus de briefs, je recevais plus tes notifs et j'étais désabonné. Pourtant, je n'avais rien fait. Donc voilà, c'est un truc qui peut arriver des fois. Donc n'hésitez pas à checker. Des fois, c'est YouTube. En fait, ils retirent des bots. Donc il y a beaucoup de bots sur YouTube qui peuvent s'abonner aux chaînes pour lâcher des commentaires de scam, etc. Je vous explique un petit peu. Et en gros, YouTube peut vous considérer comme un bot à tort. Ok, donc YouTube peut se tromper et des fois, il peut vous désabonner. Et si vous a considéré comme un bot, bah, il peut vous désabonner malheureusement. Et aussi vous retirer les notifs. Donc n'hésitez pas à activer la petite cloche, comme ça vous êtes notifié dès qu'un brief sort. Et également vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous souhaitez rejoindre l'école, vous pouvez le faire via les modalités crypto à ce stade du mois. Tout est expliqué dans le salon bienvenue du Discord. Donc c'est le premier salon que vous allez voir apparaître dès que vous rejoignez le Discord. D'ailleurs, le Discord est totalement gratuit, il y a des ressources gratuites, n'hésitez pas. Si vous voulez poursuivre plus avec nous, vous pouvez rejoindre l'école. Donc là, vous avez tous les paiements, toutes les modalités qui sont expliquées. Donc BNB, Ethereum, USDT. Le mieux, c'est l'USDT, je pense, pour tout le monde. Ou peu importe, il n'y a pas de mieux, mais en tout cas, le meilleur réseau, c'est soit le TRC20 ou le BEP20. Il faut savoir que le ERC20 comme réseau est un réseau avec pas mal de frais, donc si vous voulez éviter les frais trop agressifs, privilégiez le TRC20 ou le BEP20. Si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas à la poser à un des professeurs connectés ou directement en commentaire de cette vidéo, je vous répondrai. Et si vous avez procédé au paiement, vous pouvez envoyer le TXID à tous les professeurs, le premier qui le voit le valide et on vous met le rôle élève directement, ça va hyper vite pour vous. Bonne journée à vous, on se retrouve demain. Ciao ciao.